Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière émission de cette mini-série sur les ratios financiers. Alors vous pensez peut-être qu'après avoir vu comment on pouvait trouver une société rentable et une société pas trop chère, pas trop valorisée, on a vu le plus important? Eh bien non, car deux gros risques peuvent encore peser sur une entreprise. Le plus gros de tous les risques, c'est tout simplement la faillite quand une entreprise ne peut plus rembourser ses dettes. On va donc regarder l'endettement. Alors, on va passer relativement rapidement dessus car c'est simple et finalement assez peu fréquent, même si c'est très très important. Et puis on va voir le plus important de tous les risques pour l'actionnaire, enfin selon moi, c'est que la croissance s'arrête ou diminue parce que c'est un risque qui est beaucoup plus fréquent pour l'actionnaire que le risque de faillite, même si c'est vrai qu'il est un petit peu moins dangereux parce que vous risquez de perdre une petite partie de votre argent, alors que si l'entreprise est liquidée, vous allez perdre tout votre argent en tant qu'actionnaire. Donc l'endettement, comme je le disais, c'est assez simple. En fait, une entreprise qui n'a aucune dette, elle sera potentiellement moins profitable pour l'actionnaire, même si c'est un moindre mal, bien sûr, de ne pas avoir de dette. On a vu ça dans la première émission sur les ratios financiers de rentabilité. On avait vu qu'un petit peu de dette allait augmenter le ROI, le Return on Equity, mais évidemment, une entreprise trop endettée, c'est un risque pour l'actionnaire parce qu'elle peut faire faillite. En général, on a deux moyens de vérifier l'endettement de l'entreprise, donc la solidité du bilan de l'entreprise. Le premier moyen, c'est de regarder l'endettement par rapport à la taille totale de l'entreprise, avec des ratios du type dette sur capitaux propres ou bien dette sur total des actifs. Et si je prends comme exemple Microsoft, qui est un peu l'entreprise solide par excellence, on peut rapidement vérifier ça au bilan. On voit que Microsoft a 47 milliards de dettes à long terme. Alors effectivement, 47 milliards, c'est pas évident de juger si c'est beaucoup ou c'est peu. 47 milliards, c'est un chiffre qui est énorme, mais on se dit peut-être que par rapport à la taille de Microsoft, c'est pas grand-chose. Donc ce qu'on va regarder en premier, c'est le total des actifs de Microsoft qui est de 364 milliards. Donc on a 47 milliards de dettes divisé par 364 milliards d'actifs, ça nous donne un ratio de 0,13. Alors 0,13, effectivement, c'est assez faible, les dettes représentent 13% de l'actif total, mais là où c'est encore mieux, c'est si on jette un coup d'œil au cash ou à l'équivalent cash qui est détenu par Microsoft, on a 104 milliards de dollars, donc c'est encore plus élevé que les dettes de Microsoft. C'est là où on comprend qu'en fait, Microsoft a effectivement pris des dettes à long terme, mais principalement pour profiter en fait des taux d'intérêt qui étaient bas. Ils pourraient rembourser leurs dettes d'un claquement de doigts uniquement en utilisant le cash qui est sur leur compte ou dans des actifs qu'ils peuvent vendre du jour au lendemain sans risque. Alors, petite info, sur le site de Zone Bourse, si vous regardez la dette de Microsoft, vous allez voir 0, tout simplement parce que c'est la dette nette qui est utilisée, donc on voit plutôt apparaître une trésorerie nette. Donc effectivement, c'est le cas. On s'aperçoit que Microsoft pourrait rembourser ses dettes extrêmement rapidement, donc en net, ils n'ont pas de dette. Le deuxième moyen pour vérifier l'endettement, c'est d'évaluer la capacité de remboursement de l'entreprise. On va voir combien d'années de résultats représente la dette, avec un ratio par exemple de dette sur EBITDA, donc combien d'années de résultats opérationnels représente la dette, et en général ça va être lié plus ou moins au rating de l'entreprise, donc une entreprise qui va avoir un très bon rating, A, AA, AAA, aura une dette en général entre 0,9 et 1,7 fois son EBITDA, avec un rating B ce sera plutôt entre 2,5 et 5 fois, etc., etc. Et enfin, un ratio qui est aussi intéressant, c'est cette fois-ci le ratio EBITDA divisé par le coût des intérêts. Si je prends une entreprise comme Stellantis, par exemple, elle a un résultat opérationnel de 15,3 milliards pour des intérêts de 746 millions. Donc on peut penser que 746 millions d'intérêts, c'est beaucoup, mais on s'aperçoit qu'avec un ratio de 20, Stellantis peut largement payer les intérêts de sa dette. Et pour la petite histoire, quand on regarde Microsoft, on s'aperçoit que Microsoft a des intérêts annuels à payer de 2 milliards de dollars. Donc à nouveau, c'est pas mal de milliards de dollars. Mais ce qui est drôle, c'est que si on regarde dans le compte de résultat la ligne qui est juste au-dessus, donc les intérêts reçus par Microsoft sur ses investissements, en fait, sur son cash ou sur les dividendes reçus sur les actions dans lesquelles elle a investi, on s'aperçoit que c'est aussi 2 milliards. Donc en fait, les intérêts n'ont même pas besoin d'être payés par le résultat opérationnel de l'entreprise, ils sont directement couverts par les placements, juste les placements de Microsoft. Voilà, donc on s'aperçoit vraiment que la dette de Microsoft, c'est quasiment comme si elle n'existait pas. Alors de mon côté, je fuis réellement les entreprises qui sont trop endettées. Je trouve qu'il y a suffisamment de belles entreprises avec des situations financières saines pour perdre mon temps et souvent, probablement de l'argent, avec des entreprises qui sont fragiles financièrement.
Ensuite, je vous ai parlé d'un autre problème qui pouvait être plus grave, c'est le problème de la croissance, parce qu'effectivement, l'entreprise peut être extrêmement belle, extrêmement rentable, si elle a des perspectives qui ne sont pas très bonnes, si c'est une entreprise qui stagne, ou pire, une entreprise qui décroît graduellement, c'est certain que je ne veux pas être investi dans cette entreprise. On peut vouloir être investi à court terme dans une entreprise qui stagne ou qui est en décroissance, mais là, il faut vraiment payer pas cher, attendre que le marché se rende compte que c'est pas cher, et puis vendre dès que c'est revalorisé. Mais c'est pas pour moi la notion que j'ai d'investissement à long terme. Pour moi, il faut une entreprise qui ait de la croissance, tout simplement. Et pour qu'une entreprise ait de la croissance, c'est un savant mélange et c'est même relativement complexe parce qu'il faut qu'elle ait à la fois un bon management qui applique une bonne stratégie. Il faut aussi qu'elle ait un avantage concurrentiel parce que même avec un bon management et une bonne stratégie, si vous avez autour de vous plein de concurrents qui proposent les mêmes produits, les mêmes services, finalement ça ne marche pas. Donc on le voit, il y a beaucoup de choses assez subjectives, assez qualitatives qui vont être assez dures à chiffrer. Mais bon, vu qu'on est dans une émission sur les ratios financiers, on va essayer de le faire. Donc, en premier lieu, ce que vous pouvez faire pour essayer de voir si la croissance va être tenable, voire même s'accélérer, c'est regarder bien sûr la croissance passée. Alors, ça ne veut pas du tout dire que la croissance va continuer, mais en tout cas, si la croissance était mauvaise, alors c'est plutôt mauvais signe, à moins que ce soit une entreprise qui est en recovery, qui a eu une mauvaise passe et qui va rebondir. Mais moi, à nouveau, c'est un peu la même chose que pour l'endettement. Je passe sur ces entreprises qui n'ont pas de croissance passée. Je préfère prendre une entreprise qui a déjà de la croissance. C'est un peu le minimum pour moi. Ensuite, du côté de la croissance future, on peut se dire, je vais regarder ce qu'en pensent les analystes, quelles sont leurs prévisions de croissance, de chiffre d'affaires ou bien de bénéfices. En fait, c'est vrai que de mon côté, j'évite d'utiliser les prévisions des analystes. En fait, ce que je fais pour me faire une idée de la croissance future, c'est que je regarde deux choses. Déjà, la croissance du secteur et ensuite le positionnement de l'entreprise au sein de ce secteur. Et notamment, puisqu'on est sur les ratios financiers, ce que je vais regarder, ce sont les marges. Pour moi, c'est un bon indicateur de la position concurrentielle de l'entreprise, de son moat, de son pricing power, en fait. À quel point elle va pouvoir imposer ses prix, à quel point elle va pouvoir, au minimum, garder ses parts de marché et idéalement les augmenter. Parce que, en fait, quand on y réfléchit, il n'y a aucune entreprise qui a une marge de 3% par plaisir, en fait. Elle a une marge de 3% parce qu'elle ne veut pas, se faire prendre des parts de marché, elle n'a pas le choix en fait. Si une entreprise peut monter ses prix pour avoir 4, 5, 10, 20 ou 30% de marge, elle le fera. Donc en fait, les marges pour moi, c'est le meilleur indicateur pour savoir si une entreprise a un avantage concurrentiel par rapport aux autres ou non. Est-ce qu'elle est toute seule sur son marché ou si elle est sur un marché sur lequel elle a des concurrents, est-ce qu'elle arrive à les mettre à l'écart parce qu'elle a une belle marque, des brevets, un effet réseau, peu importe, mais en tout cas, elle a une position qui fait qu'elle peut imposer ses prix. Alors je pourrais vous citer d'autres ratios qui peuvent vous donner des petits indices comme ça sur la croissance future de l'entreprise, mais ça reste que des indices. C'est vrai que vous pouvez regarder par exemple le payout ratio, c'est-à-dire le taux de distribution des bénéfices. Si vous avez une entreprise qui va redistribuer tous ses bénéfices sous forme de dividendes, on peut se dire que c'est pas forcément l'entreprise qui investit le plus pour le futur. Elle va peut-être limiter sa croissance. Justement, si on regarde les investissements, on peut regarder le CAPEX, donc les investissements, par exemple les CAPEX en pourcentage du chiffre d'affaires, et on peut se dire que si le CAPEX diminue avec le temps, c'est peut-être aussi le signe d'une entreprise qui n'investit pas assez. Mais pour moi, c'est là où on arrive à la limite des chiffres financiers. C'est là où on arrive un peu à la limite des ratios. Parce que quand je vais chercher le payout, quand je vais chercher le CAPEX, on essaye de faire parler les chiffres peut-être un petit peu trop. Et c'est là où il faut commencer à faire un autre boulot, à regarder des données qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus qualitatives. Et c'est un boulot qu'il va falloir faire parce qu'on ne peut pas s'arrêter aux ratios financiers. Et donc, pour aller au-delà, je peux déjà vous donner quelques pistes. Ce que vous pouvez faire, c'est étudier les perspectives du secteur, l'évolution des parts de marché. Est-ce que le secteur fait partie d'un méga trend, donc d'une tendance séculaire comme le digital, la transition énergétique, etc. Ensuite, très important, regardez si l'entreprise a un avantage concurrentiel, un moat. Alors j'ai déjà dit que les marges pouvaient être un signe, mais ça ne suffit pas, il ne faut pas s'arrêter aux marges. Il faut regarder d'où peut venir cet avantage concurrentiel. Est-ce que ça peut venir d'une marque très puissante comme des Microsoft, des Apple, des Netflix? Est-ce que ça peut venir de brevets comme les Big Pharma? Est-ce que ça peut venir d'un effet réseau ou bien d'un écosystème complet comme Apple, Visa, Mastercard, etc.
Ensuite, puisqu'on parle de croissance, il faut tout simplement regarder d'où vient la croissance actuelle. Est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude de croître par des fusions-acquisitions ou bien est-ce qu'elle fait plutôt de la croissance interne? Est-ce que sa croissance est due à des nouveaux produits ou bien à des nouveaux marchés? Est-ce que c'est une entreprise qui est en train d'ouvrir de nouveaux marchés dans le monde ou bien de cibler de nouveaux clients? Ça peut être aussi certaines fois une croissance qui vient de l'augmentation des marges grâce à des hausses de prix. Donc voilà, comprendre d'où vient la croissance actuelle. Ensuite, évidemment, avec les ratios financiers, on n'a pas vu encore tous les risques au niveau de l'entreprise. Il peut y avoir des risques fournisseurs, une entreprise qui dépend, par exemple dans les semi-conducteurs, qui dépend d'un seul fournisseur ou de 2 fournisseurs. Même chose du côté client. Il y a des entreprises qui sont quasiment monoclients, qui vendent, là aussi on peut trouver ça quasiment du côté des semi-conducteurs, des entreprises qui vont ne vendre quasiment qu'à Apple ou qu'à Samsung, donc ce sont des entreprises qui sont forcément plus fragiles, ou bien peut-être que l'entreprise est plutôt en forme, mais ses clients traversent une mauvaise passe ou vont traverser une mauvaise passe, donc ça va être compliqué. Bien sûr, dans les risques, il y a l'impact du taux de change, l'impact des taux d'intérêt, l'impact du prix des matières premières. On peut avoir des risques réglementaires, par exemple, notamment des entreprises qui sont en quasi-monopole. Le monopole peut-être sauter parce que la loi change. On peut avoir des risques ESG, etc., etc. Et enfin, point important qui est souvent, je trouve, peu analysé par les investisseurs, c'est la personnalité du PDG, tout simplement, PDG et l'équipe de direction. Est-ce que les intérêts du PDG sont alignés avec les actionnaires? Est-ce qu'il est skin in the game? Est-ce qu'il a beaucoup de parts dans l'entreprise, comme on dit, parce qu'on ne peut pas comparer un PDG qui a fondé la boîte et qui a quasiment toute sa fortune dedans à un PDG salarié en fait, qui partira potentiellement chez un concurrent dans deux ans. On voit régulièrement ça, par exemple, dans des secteurs comme l'automobile, où il y a quelqu'un qui va avoir dirigé une marque automobile et puis qui 2 ans après va en diriger une autre. C'est typiquement ce que je n'aime pas voir chez un PDG. Pour moi, un PDG qui est totalement aligné avec son entreprise. Bien sûr, en France, on cite souvent l'exemple de Bernard Arnault et de LVMH. Pour moi, c'est un point qui est extrêmement important et c'est typiquement le genre de point qu'on ne voit pas dans les ratios financiers. Alors, je vous ai mentionné pas mal de points. Il y en a beaucoup de ces sujets que j'ai déjà traités dans des émissions passées. Toute la notion de moat, d'avantage concurrentiel, de pricing power, etc. notamment. Alors voilà donc pour cette petite série sur les ratios financiers. Et ma conclusion, elle est finalement assez simple. Les ratios financiers, c'est le meilleur moyen de filtrer rapidement les entreprises, notamment à l'aide de screeners comme ceux de Zone Bourse. Mais en fait, il faut plutôt voir ces filtres comme le moyen d'éliminer les mauvaises entreprises, ou sans parler de mauvaises, peut-être les moins bonnes. Pour moi, les ratios financiers, c'est surtout une base. Et c'est pour ça que je préfère rester sur les ratios qui, pour moi, sont les plus simples à comprendre, qui me donnent une vraie vue sur, on l'a vu, la rentabilité, la valorisation, la profitabilité avec les marges, l'endettement. Et une fois que tout ça me donne une bonne image de l'entreprise, alors il faut passer à l'étape suivante, qui est une étape, on l'a vu, plus qualitative, mais aussi plus sympa à faire pour se renseigner sur le secteur, sur l'entreprise, ses produits, ses services. Voilà, ça c'est son PDG aussi. Ça c'est la partie la plus sympa, mais qui prend énormément de temps. C'est pour ça que les ratios financiers sont si importants. C'est parce qu'en fait, on ne pourrait pas faire ce travail de fourmi un petit peu sur analyser la personnalité du PDG ou bien étudier les produits de l'entreprise sur 5000 valeurs. Il faut déjà passer de 5000 entreprises à peut-être 10, 20, 30 et ensuite on peut faire ce travail sur 10, 20, 30 entreprises et c'est pour ça que les ratios nous permettent, ce filtre, cet entonnoir en fait nous permettent de savoir sur quelle entreprise faire, j'ai envie de dire, le vrai boulot derrière la partie la plus qualitative. Voilà pour cette mini-série. Bravo à tous ceux qui ont regardé les 3 émissions en entier. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi ça en commentaire. Bien sûr, si vous avez des remarques, s'il y a des choses que j'ai dit que vous considérez comme fausses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Ça permet à tout le monde de voir que parfois je dis des bêtises ou bien que vous